Bonjour à tous nos participants. Donc, bienvenue à nos participants à ce webinaire concernant les enjeux de la direction générale en post-confinement. Donc, vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous sommes ravis de participer à ce partage d'expérience avec nos deux experts. Donc, Jean-Paul Chantry et Jean-François Villano, qui vont intervenir chacun à tour de rôle pour nous parler de leurs expériences et de leur partage de solutions pour gérer au mieux les enjeux de la direction générale dans cette phase particulière que nous vivons en ce moment, celle du post-confinement. Alors, en quelques mots, je vous propose de nous assurer collectivement que les aspects logistiques fonctionnent. Donc, si vous pouviez me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez bien, ainsi que nos participants. Alors, vous avez un chat, donc Jean-Paul, Jean-François, qui co-anime nous entonnent, donc c'est très bien. Voilà, je vais vous passer aussi la parole très prochainement. Est-ce que nos membres peuvent nous mettre un petit mot pour nous confirmer? Donc, je vois que ça réagit. A priori, nous sommes vus et les aspects techniques fonctionnent bien. Donc, c'est parfait. Voilà, donc très bien. On va pouvoir continuer. Donc, en quelques mots, Jean-Paul Chantry, expert premium du réseau Fit Network, actuellement en mission avec notre réseau au sein d'une entreprise industrielle basée du côté de Marseille. Il mène à bien une véritable mission de redressement de cette entreprise et il va nous faire part de son expérience et de son vécu avec ses différentes recommandations. Donc Jean-Paul, merci d'être avec nous et je te passerai très prochainement la parole. Jean-François Villano, qui lui est notre international du jour, puisqu'il partage entre la France et l'Angleterre. Il est actuellement d'ailleurs à Londres. Bonjour Jean-François. Bonjour. Hello. Expert premium du réseau Fit Network, qui aussi a vécu un certain nombre d'expériences de redressement et de retournement d'entreprise et qui nous fera part de son expérience très prochainement. Voilà. En quelques mots, cette conférence fait partie d'un cycle de conférences que nous avons décidé d'organiser au sein du réseau Fit Network pour mettre en avant nos experts premium qui ont développé une expertise et un savoir-faire dans un certain nombre de secteurs, des secteurs professionnels comme l'industrie automobile, la pharmacie, la santé, la logistique, ou dans un certain nombre de fonctions qui sont celles que nous développons au sein du réseau, direction générale, que nous aborderons aujourd'hui, direction financière, que nous aurons l'occasion de traiter lors d'un prochain webinaire, ou direction des ressources humaines. Et en quelques mots, notre réseau compte aujourd'hui plus de 800 experts du management de transition qui sont tous référencés, visibles et disponibles selon les informations visibles sur notre plateforme Fit Network. Voilà, petite introduction que je voulais faire. Je vais partager avec vous le plan de notre intervention. Donc, en 3 parties. Jean-Paul Chantry nous parlera de son expérience sur une dizaine de minutes environ. Jean-François Villano nous parlera de son partage d'expérience aussi sur une dizaine de minutes. Et ensuite, nous passerons à une partie importante pour vous, importante pour nous, qui sont les questions-réponses. Et nous consacrerons entre 10 et 15 minutes en fonction des questions que vous avez à leur poser et des réponses qu'ils vous apporteront. Ce que je vous invite à faire pendant les présentations de Jean-Paul et de Jean-François, c'est de nous envoyer vos questions en live à travers le chat. Nous consulterons le chat en continu et nous reprendrons les différentes questions que vous avez posées à nos experts à l'issue de leurs interventions. Voilà, c'en est pour ma petite introduction. Je réinterviendrai en phase de questions-réponses.
Je passe pour l'instant la parole et la main à Jean-Paul Chantry pour nous parler de son expérience. Parfait. Merci Bruno, merci Jean-François. Je vais effectivement vous parler de mon expérience et des valeurs que j'applique dans les différentes missions. Je suis spécialisé en direction générale retournement et évidemment ce qui fait la problématique actuelle, c'est que non seulement il s'agit d'une mission de retournement, mais qu'on se trouve dans la situation d'une crise économique liée à la pandémie Covid-19. Donc je vous dis tout simplement que j'aurais pu vous parler de ces valeurs d'éthique, d'équipe, de pragmatisme opérationnel et des résultats. Et en deuxième point, j'aurais pu aussi vous parler de la différence entre la manière de gérer ce type de crise en pré-Covid-19 et en post-Covid-19. Merci Bruno de passer au second slide. Et donc, c'est les deux aspects qui font la mission que j'effectue pour l'instant. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais il ne faudrait-il pas être, je veux dire, iconoclaste, hein, que ce soit bien clair, le but n'est pas de retourner nos valeurs, le but n'est pas de changer nos principes, mais je me suis dit qu'à un moment donné, on était face à une crise qui était importante et qu'il fallait essayer de voir les choses autrement. Et je pars d'un principe évident, et donc je vais vous faire différentes propositions pour nous challenger dans nos différentes entreprises pour voir jusqu'où on peut aller dans la résolution des problèmes liés à la crise Covid-19. La première chose, c'est organiser le rebond. Évidemment, il faut prévoir le plan de continuité ou de reprise d'activité. Évidemment, il faut organiser les mesures sanitaires. Ce que je rappelle simplement, si vous voulez, c'est que le 9 mars, on prévoyait une baisse du PIB de 1%. 2 mois après, on nous parle de moins 8%. Et la grande inquiétude, c'est de dire qu'on ne sait pas exactement où l'on va. Et donc, quand vous interrogez vos fournisseurs, quand vous interrogez vos clients, ils se projettent à des reprises du type 70%, entre 50 et 70% juillet et août. Et donc, ce que je dis, oui, il faut s'organiser pour le rebond, mais il faut décider sur base des projections pessimistes. Je vous propose une chose, c'est un exercice, c'est de regarder la rentrée de commandes depuis votre reprise d'activité par rapport à N-1 et vous aurez déjà une notion d'écart, non pas de regarder l'encours commande que vous avez pour l'instant, mais bien la rentrée de commande et qui vous donnera le niveau exact de différence par rapport à N-1. Et donc, deuxième point, deuxième proposition, j'en viens au sein de l'entreprise. Le premier point, c'est plutôt macroéconomique. Quelles sont les prévisions au niveau du PIB? Quelles sont les prévisions sectorielles? Quelles sont les prévisions des secteurs en aval et en amont du vôtre? La deuxième proposition, c'est de dire à l'intérieur de votre entreprise, lister, et c'est un deuxième exercice que je vous demande, c'est de lister ce que j'appelle le bal des occasions manquées. De lister toutes les promesses qui ont été faites, bonnes ou mauvaises, peu importe, là n'est pas la question, mais de se dire finalement, on vous a promis une augmentation de chiffre d'affaires grâce à une nouvelle gamme de produits, on vous a promis une amélioration de la rentabilité ou de la marge brute grâce à un nouveau segment de clientèle, et vous listez tous ces points-là. Ça vous rendra d'autant plus fort pour aborder ces moments qui vont être très compliqués. Et je dis oui, éloignez de vous les prometteurs de beaux jours. Il faut être clair, quand on lit certaines enquêtes pour l'instant, on nous dit qu'effectivement l'ensemble des cadres des sociétés sont très motivés et de se voir acteurs de la consolidation dans différents secteurs. Point positif, enthousiasme de vos collaborateurs. Point négatif, vos concurrents pensent exactement la même chose et pouvoir jouer le même rôle. Et donc je dis, faites attention à ces discours qui vont vous éloigner de la réalité de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre dans les mois qui suivent. Et donc, effectivement, proposition 3, c'est de dire il faut rentrer dans le concret à partir du macroéconomique. Proposition 1, proposition 2, de rentrer dans l'évolution de votre secteur. Proposition 3, c'est votre société.
Oui, il faut donner du sens aux actions que vous mettez en place, c'est fondamental. Votre stratégie est bonne, n'en changez pas. Vous n'aurez pas le temps et nous n'aurons pas le temps de la changer par rapport à l'acuité des problèmes rencontrés. Par contre, effectivement, nous devons agir ensemble à court terme. Trésorerie, niveau de stock, créances commerciales, factorisation avec toutes les modifications liées au contrat, réduction de la gamme de produits, exclusion de votre gamme de produits des produits à faible marge ou générant trop de stock. Investissez en rationalisation avec des payback périodes très courtes et travaillez la masse salariale avec la suppression des intérimaires, avec la suppression des CDD au terme des CDD, avec le cas échéant, oui, la mise en place de ruptures conventionnelles pour les gens qui voudraient quitter votre entreprise. Cela a certainement un coût, mais par rapport à la diminution du chiffre d'affaires que l'on projette, il faudra probablement passer par ces étapes-là. Évidemment, il faut aussi citer les reports de charges, les négociations fournisseurs et la mise en place, mais ça c'est probablement déjà fait, du chômage partiel tel qu'il est financé par l'État. Je rappelle que logiquement, à partir de la semaine prochaine, les dispositions de financement par l'État devraient changer et qu'il en coûtera plus cher aux sociétés. Proposition 4, c'est de dialoguer au sein de votre entreprise, d'interroger vos collaborateurs, non seulement vos cadres, nous sommes dans des PME. Je vais faire vous voyez le schéma qui est à côté où une personne porte l'ensemble du fardeau. Je vous demande de faire l'inverse. Je m'explique. Ce sont vos équipes qui peuvent aussi vous apporter une partie des solutions. Écoutez-les, demandez-leur d'argumenter sur les différentes propositions qu'elles font. Faites-les monter en compétences par l'écoute que vous leur prodiguez. Responsabilisez dans la mise en place des différentes mesures que vous prendrez. Faites confiance et acceptez l'erreur. C'est fondamental. Les entreprises qui décident collectivement ont un meilleur taux de chance de réussite et de sortie par le haut de ce type de crise. C'est basé sur une étude faite suite à la crise de 2008, la crise financière de 2008. Donc, c'est fondamental que vos collaborateurs soient les premiers concernés par les solutions et ils peuvent vous apporter une partie des solutions à mettre en place. Mais restez ferme sur la ligne c'est-à-dire qu'il faut absolument garder le cap de faire en sorte que votre entreprise sorte de cette crise post-Covid-19. Ensuite, proposition 5, il y a une certaine manière d'aborder la problématique. Ça peut rompre avec les critères d'empathie, avec des critères que je citais juste à l'instant d'écoute, mais en fait, ils sont complémentaires. C'est simplement d'être froid, d'être très factuel sur les propositions qui sont faites, voire d'être égoïste. Pensez à votre entreprise. Je n'ai pas dit ne pas payer ses fournisseurs, j'ai dit négocier avec ses fournisseurs pour que vous obteniez des échéanciers sur la dette que vous avez contractée vis-à-vis d'eux. Idem vis-à-vis des différents organismes d'État. On sait que les premières échéances de report de fin mars vont tomber à échéance fin juin. Qu'allons-nous faire ensemble? Est-ce que nous allons rester à attendre les dispositions de l'État pour voir quel est le timing qu'il va donner, ou est-ce que vous allez anticiper en téléphonant, en relançant par mail pour dire oui, nous avons une dette, nous allons la payer, mais nous voulons l'étaler dans le temps. 3 mois ne suffiront pas. 3 mois ne suffiront pas. Projetez-vous dans un scénario pessimiste à moins 10, moins 20, moins 30%, et vous verrez que par rapport à la variation de votre résultat par rapport au chiffre d'affaires, il est important d'aller jusqu'au bout des choses, d'où le critère de têtu et entêté. Et soyez aussi dans le doute permanent. Posez-vous la question de savoir si vous allez suffisamment loin. Servez-vous des statistiques que vous avez
emmagasiner pour challenger les propositions qui sont faites et de dire oui, là, il y a une opportunité d'amélioration de nos différents processus. Je passe à la proposition 6, qui est des mesures, pas des demi-mesures, grattez, et je répète, grattez, grattez et mettez en place. Je vais vous faire une proposition, c'est ce que j'appelle le principe du plus petit commun dénominateur. C'est-à-dire, vous avez un sujet, un projet qui doit être mis en place pour coller à la réalité, à la nouvelle réalité économique. Vous n'allez pas pouvoir obtenir en une réunion l'accord sur tous les éléments de cette problématique. Si vous avez 5 points sur 10 qui sont avalisés, notez-les, demandez de les mettre en place et vous allez créer ce que j'appelle une spirale décisionnelle positive. C'est-à-dire que le fait de dire oui, le fait de voir les effets positifs de ces décisions, si petites soient-elles, va entraîner vos équipes dans une spirale et qui va les faire dépasser les espérances que vous aviez et les blocages que vous aviez jusqu'à présent. C'est là que je dis gratter, gratter, gratter. Vous êtes face à un col et vous devez diviser ce col en autant de lacets. Vous êtes chargé parce que vous avez une dette relativement lourde et vous dites c'est pas à pas que je vais y arriver. Faites ce pas, pensez au suivant, regardez le tournant suivant et vous allez arriver en haut du col. Le seul problème, c'est qu'en haut du col, vous savez qu'il fera froid et que vous allez avoir la descente qui sera rocailleuse. Elle ne sera pas plus facile parce que descente, mais au moins vous aurez mis en place les éléments pour arriver à bon port. Mettez en place et demandez des comptes, demandez du reporting à vos équipes. Proposition numéro 7. Il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur, Bruno, merci, sur Covid, solution Covid, l'État, le rôle de l'État, les dispositions prises sont-elles suffisantes ou pas? Évitons les discussions stériles. Concentrons-nous sur les points sur lesquels nous avons un pouvoir d'action. Je dis à mes collaborateurs, il y a des éléments qui sont des données. Les IRP, les syndicats, la directe, l'inspection du travail, la direction du travail. Faites-en des alliés de votre entreprise. Ils sont là pour vous aider. Ne nous compliquons pas la vie à mettre en place des conflits avec des organismes que nous ne pouvons pas éviter. Il faut être dans le dialogue, quel que soit le syndicat, quelle que soit la nature des relations que vous aviez auparavant, initiez un dialogue constructif avec tous ces organismes. Vous verrez l'effet d'entraînement qu'ils peuvent avoir au sein de votre société. J'appelle ça la co-construction des solutions au sein de votre entreprise. Et je résume un peu ce point en disant, on ne se bat pas contre des données, on travaille sur les points sur lesquels on a un réel pouvoir d'action. La proposition 8, c'est de dire que les RH et les finances ont fait durant cette période de confinement un travail exceptionnel au sein de chacune des sociétés auxquelles nous appartenons. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les autres départements de votre entreprise toquent à votre porte pour vous dire « nous voulons bouger aussi ». J'appelle ça actionner les leviers, tous les leviers de la performance en entreprise. La solution, il n'y a pas une solution au problème que nous vivons. Face à une telle dégradation des chiffres d'affaires, face à de tels problèmes de supply chain, face à des problèmes de logistique externe, face à des problèmes de commercialisation et de confiance dans le portefeuille client, tous les départements doivent être concernés par les réformes. Concernez-les, vous verrez là aussi qu'il y a des leviers importants. Je pense commerce, marketing, à la facilitation du business de nos propres clients vis-à-vis de leurs clients. Quel est le chemin administratif que nous leur faisons parcourir dans notre société? Quel est le chemin logistique que nous leur faisons parcourir? Entrez dans ces détails-là, vous verrez qu'il y a de quoi actionner d'autres leviers. Voilà pour les 8 propositions. Je dois respecter les 10 minutes, on pourra en reparler après, et je voudrais vous poser 3 questions.
Première chose, si nous n'agissons pas maintenant, quand le ferons-nous? La situation, je vous l'ai décrite, ce n'est pas moi qui l'a décrit, ce sont les données macroéconomiques qui nous sont communiquées et qui nous font dire que nous allons vivre une période qui sera compliquée. Compliquée à terme. Pourquoi? Parce que toutes les charges qui ont été décalées dans le temps vont maintenant venir à échéance, et c'est à ce moment-là qu'on va voir les sociétés qui vont être capables de passer la crise. La deuxième chose, c'est de vous poser la question de savoir si vous allez suffisamment loin dans l'action dans votre entreprise. C'est le point que je citais à propos du doute permanent. Posez-vous toujours la question de savoir si vous ne vous êtes pas, à un moment donné, reposé, non pas sur des lauriers, mais sur des décisions qui vous paraissent bonnes, et de dire, challengez-vous vous-même en disant, mais finalement, ne peut-on pas aller plus loin dans la mise en place? Et la troisième question que je pose, c'est de dire, mais finalement, comment mettre en place cette démarche? Et je vous rassure, c'est le slide suivant, merci Bruno. Oui, il y a une méthode, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs axes de travail sur lesquels je reviendrai le cas échéant si vous avez des questions à ce propos-là. Et oui, il y a des outils qui permettent de construire cette démarche de manière structurée au sein de chacune des sociétés. Voilà, je tiens à respecter le timing qui m'est donné. J'ai balayé différents sujets. Je vous remercie de votre attention. Je reste à votre écoute évidemment pour répondre à vos questions, et je reste à votre service avec les équipes de Premium, les experts Premium du réseau Fit In Network, que je remercie à cette occasion, et je me permets de passer la parole à Jean-François pour la suite de l'exposé. Merci. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous et merci encore à Bruno D'Artagnan et au réseau Fit In Network d'avoir organisé ce webinaire. Alors, je vous propose, si on peut passer à mon premier slide, de vous partager l'expérience de l'industrie automobile en 2008. Alors pourquoi? Parce que, bon, évidemment, avec le confinement, beaucoup d'entreprises, certaines entreprises ont vécu une hausse de chiffre d'affaires, mais je ne crois pas que ce soit à cela que nous nous adressons. La grande majorité des entreprises a subi une forte baisse d'activité, voire un arrêt complet pour certains, pour beaucoup. Et c'est en cela que la comparaison avec l'automobile en 2008 est pertinente, puisque cette industrie a été arrêtée complètement et presque dans l'espace d'une semaine, pendant plusieurs semaines. Les carnets de commandes se sont entièrement vidés lors de cette crise essentiellement financière. Donc, ce qui est toujours d'actualité, c'est dans ce genre de situation, et toujours d'actualité aujourd'hui, hein, puisqu'on n'est pas vraiment sorti de cette crise de confinement, c'est d'éviter l'hémorragie de cash. Et c'est d'autant plus vrai si on n'a pas de trésorerie, ce qui est souvent le cas d'ailleurs pour une filiale de groupe. C'était mon cas en Espagne. Donc, il faut que le cash flow reste positif. C'est comme ça que ça s'exprime. Tout en honorant ses engagements. Si on veut rester une entreprise pour le futur, il faut payer les salaires, évidemment, payer les fournisseurs et évidemment honorer ses échéances, en particulier auprès des banques. C'est plus difficile pour les entreprises les plus endettées ou celles qui font beaucoup appel à la location. Ça peut même être impossible, mais il faut en tout cas faire feu de tout bois. Donc on génère évidemment, lorsqu'on n'a pas de chiffre d'affaires, des pertes tout à fait considérables. Donc sans chiffre d'affaires, la capacité d'autofinancement, comme on dit, devient négative, et il faut tout faire pour donc baisser drastiquement les dépenses pour réduire les pertes. Et réduire l'impact sur la CAF. Et on a heureusement en parallèle, ce qui nous sauve quelque part, c'est que la baisse d'activité libère spontanément ou naturellement de la trésorerie. Et il faut essayer d'amplifier cet effet, donc en payant et en achetant plus tard, en vendant et en étant payé plus tôt, autant que faire se peut.
donc travailler tous les paramètres du BFR pour augmenter cet effet de baisse du BFR avec la baisse de l'activité. Donc, page suivante. Page suivante. Donc, tout le monde doit s'y mettre. C'est un travail vraiment d'équipe, comme disait Jean-Paul, où d'une part, les opérationnels qui font l'essentiel du travail, c'est-à-dire la production, les projets, identifient les pistes, passent en revue les listes de paiement, les listes des achats et suppriment à la SERP tout ce qui n'est pas vital. Donc les voyages, ça va de soi. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il faut continuer de le faire. Les prestataires, oui. Puis il n'y a pas de petites économies, les abonnements aux magazines, que sais-je. On annule les commandes autant que faire se peut, les investissements en particulier. On arrête les projets, oui, parce que ça consomme du cash, en tout cas dans la mesure où ça risque de mettre l'entreprise par terre. Et on met en place des procédures pour valider différemment toutes les nouvelles dépenses. En particulier, je pense qu'il s'agit de modifier les seuils de délégation de signature pour que on continue pas, les services ne continuent pas à commander comme d'habitude. Et il faut en particulier encadrer les approvisionnements, qui souvent, les approvisionnements de matières premières, de composants, sont des choses qui se passent presque automatiquement, voire par ERP, dans beaucoup de sociétés. Et il faut mettre des garde-fous, parce que c'est quand même de loin la première dépense. Le but, c'est de déstocker pour amplifier l'effet BFR. Alors que la finance, évidemment, joue un rôle important puisqu'elle fournit des éléments opérationnels, commencer par des listes de tous les paiements pour qu'on puisse scruter et voir ce qui s'y passe. Mais il ne faut pas que la finance, à mon sens, passe beaucoup de temps, à faire des prévisions. Il est beaucoup plus important de travailler à négocier des lignes de crédit, des prêts garantis par l'État en France. On a vu que même Renault, qui n'en a pas forcément besoin, on a obtenu un. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Surtout quand on ne voit pas encore le bout du tunnel. Voir des reports d'échéance, mais alors là, à éviter si on tient à son credit rating, il faut utiliser en dernier recours, disons. Et puis, surveiller les paiements des clients, c'est très important parce que les clients mal en point peuvent être tentés de donner des effets de commerce, de moins bonne qualité, avec des échéances plus longues ou avec qui en réalité ne peuvent pas être utilisés par les banques pour l'escompte. Et on peut se retrouver avec des lignes de crédit raccourcies, moins importantes du jour au lendemain à cause de ça. Bien entendu, il faut aller chercher des subventions là où il y en a. Enfin, il faut faire feu de tout bois. Et la finance en fait partie. Les RH, évidemment. Donc, beaucoup de communication, Jean-Paul l'a dit et je le répète, pour établir une relation de confiance le plus possible avec le personnel. Nouveauté, cette fois-ci, communiquer avec les télétravailleurs. C'est un nouveau mode de fonctionnement, il faut s'habituer. Alors, ce n'est pas au RH de le faire, mais c'est au RH de montrer la voie sur comment un manager doit bien communiquer avec ses équipes qui sont en télétravail. On a vu ce qu'une mauvaise communication avec les IRP pouvait donner à Sandouville, hein, où paraît-il qu'ils n'ont pas reçu les convocations par email. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une bonne communication est nécessaire. Et puis évidemment, les RH mettent sur pied la stratégie de baisse de la masse salariale, parce que c'est quand même un élément essentiel. Évidemment, chaque pays est différent. Alors en France, on va parler de fin de CDD, de fin d'intérim, de prise de congé, même si ça n'a pas immédiatement d'effet sur le cash, de chômage partiel, ce qui est pas toujours, enfin, en temps normal, ça change pas énormément les choses, mais c'est toujours mieux que rien. Étalement des charges sociales, que sais-je, rupture conventionnelle, voire licenciement éco, mais alors à mon avis, pas de PSE, c'est-à-dire des petits licenciements éco, mais ça dépend beaucoup du pays. Alors, on n'a pas du tout la même situation, donc en Espagne, aux États-Unis,
d'un pays à l'autre, c'est extrêmement différent. Et quand on est un groupe international, il faut utiliser ça, d'ailleurs, comme essayer de transporter l'activité si on peut pour utiliser les gens là où ils sont. Les achats, enfin, fournissent aussi des éléments, donc des listes de toutes les dépenses, essayent de négocier les conditions générales de vente, si c'est encore possible, pour les fournisseurs qui ont les plus longs délais. Et puis surtout, ils vérifient la santé des fournisseurs, parce que les fournisseurs souffrent encore plus que là, en l'occurrence, moi je parle en tant qu'équipementier automobile de premier rang, mais les fournisseurs des fournisseurs, les fournisseurs des équipementiers et leurs fournisseurs au rang 2, 3, 4 souffrent encore plus par l'effet ricochet de plus en plus fort. Les achats doivent tenter de rapatrier la sous-traitance s'il y en a encore des effectifs, ce qui est vraisemblable, qui sont inoccupés, qu'il y a encore s'il y a de la sous-traitance de capacité et que ça permet d'occuper le personnel. Essayer de négocier des délais de paiement sur les loyers, si on a des loyers à payer, mais de préférence payer les fournisseurs à l'heure. C'est quand même important pour le futur de l'entreprise de garder un panel de fournisseurs qui vous fassent toujours confiance. Et le début, c'est quand même de payer à l'heure. Voilà, donc pour ça, je dirais que c'est pendant et à la reprise. Évidemment, donc la particularité, là, ce sont les mesures sanitaires. Je ne vais pas m'étendre, il y a beaucoup de webinaires sur le sujet propre des particularités de Covid. Mais surtout, hors démarrage, ne pas gonfler les stocks. Là, hors démarrage, vous avez toujours un problème de rentabilité donc vous perdez de l'argent absolument. Mais si vous gonflez les stocks, votre BFR augmente et vous allez manger de la trésorerie pour gonfler les stocks. Il faut absolument éviter ça. Il faut maintenir sa surveillance. Tous les moyens que vous avez mis pour ne pas laisser filer les commandes, les approvisionnements et la surveillance des stocks, il faut la maintenir largement après la crise, à mon avis. Alors, encore une fois, surveiller les fournisseurs fragilisés, en particulier dans les cas où la supply chain est sophistiquée, profonde, et se poser la question des clients hors démarrage, des références ou des clients pour lesquels les conditions sont particulièrement mauvaises au niveau cash, c'est-à-dire des clients qui payent tard et où il faut des appros, où il faut payer très tôt. C'est le moment où jamais, je dirais, de renégocier. Si c'est pas vivable, si ça va vous mettre au tapis de redémarrer certaines productions parce que il y a un BFR important à mettre sur la table, c'est le moment ou jamais d'en négocier au pire les prix. Enfin, en tout cas, il faut que ça soit reflété correctement. En tout cas, on se retrouve à la fin avec un marché, un environnement concurrentiel fortement modifié. Bon, ça dépend, il y a tous les cas de figure, mais je pense que le cas général, ça va être une baisse plus ou moins forte, un marché en tout cas qui aura un mix qui sera plus pauvre que celui qu'on a connu avant la crise. Donc ça sera évidemment très vrai pour le transport, le tourisme, l'hôtellerie, que sais-je. Donc cela, je les place. Ça va être très, 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 très dur. Mais dans l'automobile en particulier, je pense qu'il y aura plus de ventes sur les bas de gamme, comme on a vu en 2008, que sur les hauts de gamme. Donc il faut se préparer à ce genre de choses. C'est pratiquement inévitable et il faut du temps pour que je dirais, la richesse se reconstitue. Voilà. Toujours est-il que après cette crise, si tant est qu'on en sorte, la rentabilité, à mon sens, doit passer avant les parts de marché. Alors, ça fait hurler certains, en général les commerciaux, hein, et c'est vrai que ce n'est pas une attitude inhabituelle, mais on est toujours dans une période incertaine et je pense que c'est toujours d'actualité. Il faut prendre des commandes, ça coûte du cash et si vous n'êtes pas sûr de survivre, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Et il faut reconstituer, avant de vouloir grandir, il faut reconstituer ces matelas. Les matelas qui vous ont sauvé, qui vous ont permis de réduire la voilure, réduire les BFR et de survivre, de ne pas perdre du cash et de la trésorerie pendant la crise, il faut les reconstituer tranquillement. Donc, d'abord le désendettement, le cash, et puis,
si le cœur vous en dit, des acquisitions et de la croissance organique, mais après avoir réglé la question du désendettement et du cash, à mon sens. Donc vous pouvez vous trouver dans une situation extrêmement favorable à l'issue de tout ça. Et puis enfin, une fois qu'on a passé toute cette période un peu risquée, il faut reconstituer un petit peu de stock, un petit peu de sous-traitance, de capacité, un petit peu d'intérim, tout ce matelas, tout ce qui permet de passer des trous d'air aussi importants que ceux qu'on va vivre, et qui sait, il y aura peut-être d'autres virus demain. Je pense qu'il faut profiter, dans le cas précis, il faut automatiser des postes de travail où il y a beaucoup de monde, s'arranger pour qu'il y ait moins de monde, et une solution, c'est d'automatiser. Voilà. Et puis enfin, évidemment, développer le télétravail. Bon, ça, il y a eu beaucoup de webinaires sur le sujet, et je pense que ceux qui louent des bureaux vont pouvoir se poser la question de réduire leur mètre carré. Ça fera travailler les départements informatiques pour valider des solutions. Tout ça, ça repose sur un travail d'équipe, une équipe très solide, un point, un comité de direction, à mon avis, quotidien, mais genre Flash 5 en mode projet, genre Flash 5 Valeo, c'est pour certains certains connaissent, en prenant des notes. Et c'est pour ce genre de choses qu'un manager de transition peut coacher, peut aider. Je pense que c'est tout à fait pertinent pour ceux qui en éprouvent le besoin. Voilà, merci à vous les studios. Parfait. Merci beaucoup Jean-François. Pertinent cette référence à l'année 2008 où l'industrie automobile a connu une crise comparable en termes d'impact à ce que l'on connaît aujourd'hui. Merci Jean-Paul aussi pour ta contribution. Merci aussi à nos participants qui ont posé un certain nombre de questions. Donc, je propose qu'on commence à y répondre. La première question s'adresse à Jean-Paul. Oui. Jacques-Antoine nous pose cette question. Donc, je te la traduis. Comment gérer dans le temps le report des échéances auprès de ses fournisseurs en gardant en même temps une ligne ferme vis-à-vis de ses clients? Alors, est-ce que tu peux nous éclairer? Et donc, je vais être prudent parce qu'en fait, en tant que manager de transition, nous essayons de ne jamais faire un copier-coller de solutions que nous aurions appliquées dans une autre entreprise. Donc, chaque entreprise a ses propres solutions. Ce que je peux vous dire ici, c'est que dans la situation actuelle, dès le 9 mars, nous avons bloqué toutes les commandes et nous avons privilégié l'utilisation des stocks par substitution, par substitution en interne ou par substitution en accord avec les clients. Et dès le 17 mars, nous avons négocié avec les fournisseurs un échéancier et nous avons même été jusqu'à récupérer des garanties qui avaient été déposées chez les fournisseurs pour renforcer notre trésorerie. Et tout ça dans le dialogue. C'est quoi? C'est un appel téléphonique tout simple, soit de votre responsable financier, comptable, ou bien de la direction en place. Deuxième chose, nous gardons avec les fournisseurs, et nous sortons de plan de sauvegarde, donc nous avons une pression forte de fournisseurs, nous ne négocions pas avec nos fournisseurs. Donc il est d'autant plus important de faire attention aux créances commerciales et à la qualité de celles-ci, et au respect des engagements. Nous avons été surpris positivement du respect des engagements de nos clients durant cette période de confinement. Et donc, effectivement, nous avons une bonne surprise et je peux vous dire que la trésorerie ne s'est pas trouvée améliorée, mais elle ne s'est pas dégradée. Même avec la reprise, elle ne s'est pas dégradée, alors que depuis le 27 avril, nous avons repris avec des niveaux de facturation qui sont relativement faibles par rapport à ce que nous connaissons, dû aux ruptures dues à nos fournisseurs. Donc, en fait, on est vraiment dans le dialogue avec les uns et les autres, avec d'une part les fournisseurs, d'autre part les clients, mais nous avons décidé de mettre en place une politique de recouvrement qui soit beaucoup plus stricte, est-ce que ce que disait Jean-François, vis-à-vis de nos clients. Nous ne pouvons plus accepter ce que, par faiblesse commerciale, nous acceptions par le passé. Et donc, nous avons mis en place des procédures qui sont plus strictes dans le recouvrement et dans
la confiance, donc dans les limites de crédit que nous octroyons, soit les limites internes, soit les limites liées à la COFAS. Alors, je ne sais pas si ça répond, mais c'est peut-être un des éléments. C'est un élément de réponse effectivement intéressant. Merci Jean-Paul. Une autre question qui s'adresse plus spécifiquement à Jean-François, qui Émeric, que je remercie pour cette question. Comment maîtriser la descente de cash sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance pour garantir l'effet d'aubaine des sous-traitants de rang 1? Donc, clairement, nous sommes dans la situation que tu évoquais, Jean-François, avec des fournisseurs, des sous-traitants de rang 1 et de rang 2. Est-ce qu'on peut donner des indications sans forcément répondre sur le fond totalement? Je ne suis pas absolument sûr de comprendre toute la question, mais je ne crois pas qu'il y ait d'aubaine. Enfin, chacun essaye de faire survivre son entreprise. Alors, c'est un petit peu égoïste, mais une entreprise a besoin d'un tissu de fournisseurs. Et clairement, dans ce genre de cas de figure, on peut faire avec son service achat le choix de définir une liste de fournisseurs, j'allais dire pilotes, ou de fournisseurs qui doivent rester au détriment des autres. Et donc, on peut rapatrier des productions concentrées sur un fournisseur et au détriment d'un autre. Je pense que les clients le font aussi, d'ailleurs. Ils veulent conserver, à l'issue d'une crise comme ça, des fournisseurs qui sont fiables et qui sont solides et qui n'ont pas eu besoin d'aller sauver de la faillite, hein, parce que c'est quand même ça qui se passe. Quand vous avez des fournisseurs qui sont importants et qu'ils ont des soucis de santé lors de la crise et que vous avez besoin d'eux, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous intervenez, vous finissez par devenir actionnaire éventuellement. Donc ce n'est pas des situations qu'on souhaite voir se reproduire, donc on prend des dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Je ne crois pas qu'on puisse vivre à long terme en abusant des fournisseurs. Il faut des fournisseurs qui gagnent correctement leur vie, qui ont une santé convenable, et la surveillance de leur santé fait partie de notre métier. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question d'Émeric. Lui parle, je vais poser la question, il parle d'une activité de service, opérateur de fibre, facilité de paiement donnée à des sous-traitants de rang 1 pour les aider à passer le cap. Oui, on a appris qu'ils avaient gardé le cash sans le donner à leurs sous-traitants. Donc là, l'opérateur, bon, les constructeurs automobiles, je n'ai pas souvenir qu'ils aient soutenu directement, enfin en tout cas, moi, ils ne m'ont pas soutenu directement, ça c'est sûr. Par contre, on a vu des constructeurs automobiles, donc parmi mes clients, qui, eux, avaient des difficultés et qui donc payaient, avec comme je l'expliquais, avec des effets de commerce qui valaient rien. Donc, ils payaient tard, en clair. Donc, après la crise, on s'est aussi posé la question de vers quel client il fallait aller chasser ou ne pas chasser de la même manière. Nous avons aidé des fournisseurs de rang 2, en l'occurrence, à survivre. Alors je vous avouerai que quand on est fournisseur de rang 1 et qu'on aide des fournisseurs de rang 2, on ne pense pas forcément aux fournisseurs de rang 3. C'est déjà assez... je ne pense pas qu'on ait pour vocation, enfin un opérateur de fibre ait pour vocation d'aller gérer ses fournisseurs de rang 2. Ça me paraît un petit peu compliqué. D'accord. Très bien, mais je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse dans les éclairages que tu nous apportes. Ensuite, il y avait un commentaire sur la recommandation numéro 7, qui est faite aussi par Émeric, qui s'adresse à Jean-Paul. Le leader d'opinion n'est pas forcément le manager au sens hiérarchique. Il faut aussi s'appuyer sur les leaders comme relais pour porter le projet. J'imagine que ça fait partie des valeurs et des axes de management que tu développes, Jean-Paul, dans tes différentes missions. Oui. On joue la carte de la montée en compétences, oui. Clairement. Mais généralement, il faut un équilibre dans une société.
si vous avez un service, parce que vous avez une personnalité plus forte qui tire l'ensemble, elle risque peut-être de prendre un leadership qui pourrait déstabiliser les autres services. Et donc, il faut essayer d'avoir un équilibre parce que de toute façon, chacun a sa part de responsabilité et le cas échéant, donc d'équilibrer la montée en compétences. Vous ne pouvez pas avoir une seule personne qui tire l'ensemble et vous devez, au fur et à mesure, vraiment, c'est vraiment un travail quotidien, vous atteler à faire en sorte que ceux qui seraient, le cas échéant, plus réservés au départ, montent en compétences en termes de leadership pour pouvoir aussi mener leurs équipes au niveau d'un autre service. C'est un travail quotidien, hein, mais c'est un travail transparent avec les équipes et qui fonctionne relativement bien parce que justement vous êtes dans le dialogue et dans la co-construction. Donc voilà, oui. D'accord. Il y a peut-être une question qui me concernait, si je peux me permettre, Bruno, sur les outils. Oui. Merci. Si je peux me permettre, juste sur les outils. Les entreprises regorgent d'outils, généralement, pour aborder ce type de problématique, que ce soit une crise, tout simplement une crise financière ou bien une crise de rentabilité et évidemment une crise de type suite à la pandémie Covid-19. Et donc, il faut faire attention de ne pas créer de nouveaux outils qui pourraient être, entre guillemets, challengés et contestés. Donc, on dispose généralement. Et le premier outil que j'utilise, et c'est un constat que je fais souvent, c'est que simplement le compte de résultat, le bilan et le plan de trésorerie sont-ils partagés avec l'ensemble des cadres de la société et expliqués aux différents cadres de la société, et aussi, pas simplement avec une vue comptable, mais avec une vue de direction générale à vos différents cadres. Si chacun regarde par sa propre lorgnette le compte de résultat, elle en tirera les conclusions qu'elle voudra bien. Il faut le voir dans l'ensemble. Donc le premier outil, ça va vous paraître très rudimentaire, c'est de partager le compte de résultat, le bilan et le plan de trésorerie avec vos différents cadres et de montrer l'implication que chaque action a sur le cash. Il faut que chacun ait conscience d'une décision d'investissement en termes de payback période, en termes de retour sur investissement. Le deuxième type d'outil, c'est l'expérience client. On en a peu parlé durant cette présentation. C'est un oubli, c'est en filigrane de tout ce qu'on dit, c'est de dire mais quel parcours fait-on, propose-t-on à notre client dans la relation qu'il a avec nous. Renforçons la relation avec nos clients. On a souvent dans les PME un service commercial qui joue un rôle trop important. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de créer simplement un petit organigramme vis-à-vis de votre client et de se dire, mais finalement, qui est en contact avec les clients? Et vous verrez que vous aurez tout un intérêt à renforcer la relation avec votre client par la mise à disposition d'autres personnes contacts. Et après, il y a d'autres approches que je ne vais pas toutes citer, mais il y a les approches macro vers micro, il y a les approches bottom-up, les approches terrain, les flux physiques, les flux informationnels, les flux administratifs. C'est de faire le parcours des commandes que vous faites dans votre atelier, de parcourir et d'accompagner physiquement même un produit et de dire par où passe-t-il, quelles sont les ruptures de charge que vous avez dans votre atelier. Et donc, c'est très terrain. Il faut être sur le terrain, même en tant que directeur général et avec vos cadres. Demandez à votre service logistique s'il a déjà accompagné des camions en livraison pour voir comment votre marchandise arrivait chez vos clients. C'est une question toute simple qu'on peut se poser. Et vous verrez qu'il y a beaucoup à apprendre. Votre chauffeur est probablement la personne qui rencontre le plus souvent votre client. Comment se comporte-t-il en clientèle? Donc voilà. Donc après, il y a d'autres outils de management que chacun connaît et des outils d'accompagnement du changement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le cas échéant, on est à votre service pour en discuter avec Bruno. Il y a deux questions là, qui… Ce que l'on a dit, c'est qu'effectivement, on sera en mesure, à travers vos expériences et à l'issue de cette présentation, de partager, de discuter des outils spécifiques à chaque situation.
On a deux questions qui restent à répondre, sur lesquelles il reste à répondre. Il y en a une qui a été posée donc, par Émeric concernant… Non, par Christian et une autre par Jacques-Antoine. Ne convient-il pas de mettre en place une cellule de crise? Je te propose, Jean-François, d'y répondre. Oui, c'est ce que je décris. Quand je dis tous sur le pont, en fait, pour moi, c'est le codir de l'entreprise. S'il fonctionne bien, c'est évidemment lui la cellule de crise. Enfin, ça me paraît. Je vois pas quel service peut être exclu de là. Je vous ai décrit les opérationnels, les RH, la finance et les achats. L'informatique a sans doute son rôle à jouer. Enfin, tous les services ont leur rôle à jouer. Si vous n'avez pas un codir qui fonctionne déjà bien au quotidien ou de façon hebdomadaire, là, un manager de transition pour coacher peut aider à mettre en place cette cellule de crise. Mais il faut avoir un codir qui fonctionne bien. Je crois qu'il y avait une autre question sur les PSE à ne pas… Une question sur les PSE, absolument, Donc, qui a été posée par Jacques-Antoine, très moi, je serais actif. tenté de demander à Jacques-Antoine, parce que quand on en est au PSE, et que donc on n'arrive pas à, à respecter ses engagements financiers, on est en cessation de paiement et en PSE, c'est un peu le bout de la route. Moi, personnellement, je pense qu'il faut éviter les PSE. Mais autant aller en redressement judiciaire. Hein, au point, si vous n'arrivez plus à honorer vos engagements et que vous avez trop de monde, euh, je pense qu'il faut vraiment se poser la question avant d'en venir là. Est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a arrêté toutes les dépenses? Tout ce qui n'est pas vital, et il n'y a pas grand-chose de vital dans une entreprise quand on fait vraiment le tour. Est-ce qu'on a vraiment tout fait en matière de BFR? Est-ce qu'on a arrêté tous les investissements? Est-ce qu'on a obtenu les prêts garantis ou que sais-je? Est-ce qu'on a tout fait pour maintenir la trésorerie à flot? C'est vraiment… si vous n'arrivez pas à faire ça, vous êtes en faillite. J'ai peur de le dire. Alors, on va poser peut-être, on va demander l'avis à Jean-Paul qui est en plein Oui, dans le sujet opérationnel. Le C'est vrai. PSE, donc sur la ton avis cellule sur de le PSE? crise, peut-être de manière de nouveau iconoclaste, la cellule de crise que nous avons mise en place dans l'entreprise dans laquelle je suis en mission pour l'instant comprend 3 représentants du CSE, le délégué syndical et 3 membres de la direction. Donc en fait, cette cellule de crise se réunit une fois par semaine pour décider évidemment, enfin de voir si d'autres mesures de respect, de distanciation sociale doivent être mises en place, aborde les sujets de la charge du travail et puis décide, entre guillemets, de qui travaillera ou pas la semaine suivante en fonction de la charge ou bien des difficultés d'approvisionnement. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette cellule de crise, elle comprend ces différentes personnes, parce que de nouveau, comme j'essaie d'instaurer un dialogue dans l'ensemble des niveaux de l'entreprise, ça permet d'avoir aussi ce que j'appelle une information qui percole dans la société, non pas uniquement top-down venant de la direction, mais aussi par l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est le premier point. Et sur le plan de sauvegarde de l'emploi ou le plan de licenciement économique collectif, il faut être clair, si à un moment donné, avec les projections que vous allez faire à moins 5, moins 10, moins 15, moins 20%, vous devez passer par ce plan. Le licenciement n'est jamais un but en soi, mais il faut le mettre en place. D'accord, très bien. Jean-Paul, merci pour ces compléments de retour d'expérience très, très intéressants et qui font miroir à la vision de Jean-François et à son Oui, merci expérience. Jean-François. Ce que je vous propose, c'est le mot de la fin. Donc, on s'est tenu sur un certain calendrier. Je souhaite qu'on arrive à le respecter vis-à-vis de nos participants qui ont été très actifs en termes de questions. Je propose, Jean-François, je te passe la parole pour quelques mots de conclusion. Ensuite, ce sera Jean-Paul et j'aurai l'occasion de clôturer cette rencontre. À toi, Jean-François. Merci encore d'avoir organisé ce webinaire et à tous d'avoir participé et d'avoir posé des questions. On se tient à votre disposition, en tout cas, puisque c'est notre métier, pour mettre en œuvre ce qu'on a dit, pas simplement parler, mais agir.
Très bien, merci Jean-François. Jean-Paul, à toi merci la Jean-François. En conclusion, oui, effectivement, je voudrais vous remercier de votre attention et de votre intérêt pour la présentation. Je rappelle souvent, quand on est un peu perdu par rapport au chemin à prendre, je rappelle équipe, je rappelle éthique, je rappelle pragmatisme opérationnel et je rappelle résultat. Et à ce moment-là, ça permet effectivement de souder les équipes et de se dire qu'effectivement, si on n'a pas la solution, on doit avoir aussi en tant que direction générale la simplicité de la démarche vers ses collaborateurs pour trouver la solution dans le dialogue. Un grand merci à tout le monde en tous les cas. Merci. Très bien, Jean-Paul, merci. Jean-François, merci aussi. Donc, merci à tous nos participants d'avoir écouté attentivement, d'avoir contribué à ces échanges. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'issue de cette présentation, tous les participants auront la diffusion de la trame de notre présentation. Vous aurez les coordonnées de nos deux experts premium, Jean-Paul et Jean-François. Donc, n'hésitez pas à poursuivre le dialogue et la recherche de solutions avec eux. Pour nos contacts professionnels qui souhaitent avoir des propositions de solutions, n'hésitez pas à contacter Jean-Paul, Jean-François ou moi-même en tant que responsable du réseau. Et pour les experts qui ont participé à cette présentation et qui souhaitent s'intéresser au management de transition, je vous invite à rejoindre notre réseau et à considérer notre participation premium qui permet, au même titre que nos deux experts aujourd'hui, de valoriser vos compétences et de partager vos valeurs avec le réseau Fit In Network. Merci à tous. Merci. Bonne continuation et à très bientôt. Merci, bonne semaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine.